Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 069. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amiedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Pierre-Luc Racette, un homme qui est dans le milieu du coaching et du recrutement dans le hockey depuis déjà près de 15 ans. Ayant travaillé pour de nombreuses ligues et équipes comme consultant en Amérique du Nord, il s'est également occupé de différentes compagnies d'équipement de hockey. Malgré des hauts et des bas, le Québécois n'a jamais lâché, occupant aujourd'hui un rôle de gestionnaire principal pour l'entreprise Verbero qui voit plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey utiliser ses bâtons et autres morceaux d'équipement. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Pierre-Luc Racette. Salut Pierre-Luc, comment ça va? Salut Amélie, ça va super bien, merci. Merci de me recevoir ce matin. Bien, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours comme joueur de hockey et qu'est-ce qui t'a fait aimer ce sport? En fait, mon parcours comme joueur de hockey, ça revient à ma jeunesse. Moi, j'ai grandi à Hull, Ottawa. Puis, c'est sûr et certain que j'ai grandi avec les Olympiques de Hull, les 67 d'Ottawa, les Sénateurs. On a toujours été partisans un peu du Canadien de Montréal chez moi, mais j'étais déjà grand partisan de hockey. Mais jeune, j'étais plutôt gêné. Donc, j'ai commencé, j'étais un bon joueur de hockey sur les glaces extérieures, mais après ça, il y a des coachs qui m'ont vu, qui ont demandé à mon père, pourquoi ton gars, je vais au hockey compétition. Puis, je me suis présenté à 12 ans au hockey compétition. Puis, j'ai commencé un peu sur le tard, là. Mais ça m'a amené après ça à développer un peu là, mon parcours, que j'imagine que tu vas me poser des questions là-dessus, mais je vais te laisser développer avec ton entrevue. Mais ouais, c'est un peu de là que j'ai commencé. Puis au hockey comme joueur, tu as joué à quel niveau, puis à quel moment tu as décidé d'arrêter au niveau plus compétitif? En fait, comme je dis, j'ai commencé à 12 ans, ce qui me ramène au Pee-Wee. Après ça, j'ai fait du bantam. Moi, mes parents, ils sont séparés quand j'étais assez jeune. Donc, j'ai déménagé aussi quelques fois. Donc, c'était un petit peu plus compliqué pour moi d'intégrer une structure hockey mineure. Donc, ça a affecté mon parcours en tant que joueur. J'ai toujours aimé le hockey, mais bon, j'ai pas réellement joué là, au niveau majeur, quoi que ce soit. Mes expériences en tant que professionnel, semi-pro, si on veut, au hockey, j'ai toujours rêvé d'avoir une carrière de joueur, mais je pense que la réalité m'a rattrapé assez rapidement. Puis, sachant que je voulais faire du haut niveau dans ma vie puis être lié au hockey, je pense que j'ai fait quand même assez la transition assez rapidement dans ma début vingtaine. Les dernières expériences de joueur que j'ai pu avoir, c'était en 2009 en France, à Rouen. Avec le roller hockey. Ah, puis c'est vrai aussi en 2005, tu vois, j'ai oublié, en 2005 avec les remparts de Tours en France aussi. Donc, j'ai eu quelques expériences là, très, très appréciées, mais ça s'est terminé là pour moi comme joueur de hockey. C'est ça, donc par la suite, tu as rapidement fait la transition vers le milieu du coaching. Qu'est-ce que tu aimais de ce milieu-là? Donc, tu as été justement entraîneur pendant quelques années. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes années comme entraîneur et par la suite, ce qui t'a poussé vers le recrutement? En fait, mes années de coaching, ça a commencé un peu là, quand j'étais à Magog. Parce que, bon, oui, j'ai grandi à Ottawa, mais rapidement, je suis déménagé à Magog. Comme je disais, j'ai déménagé quelques fois. Je suis arrivé à Magog à 16 ans. Puis, de là, il y a eu les cantonniers de Magog aussi, que j'ai été un petit peu impliqué à l'âge de 18 ans comme assistant là, au niveau de l'équipement. Mais mon vrai départ a été avec le Saint-François de Sherbrooke en 2007. Avec Daniel Bissonnette, le Saint-François, comme je dis, dans la Ligue nord-américaine. Je pense que ça, c'était déjà une ligue que je suivais beaucoup. C'est une ligue qui était quand même assez suivie dans ce temps-là. Le niveau était très, très bon. Encore aujourd'hui, le niveau est bon. La ligue, elle a changé.
depuis les 13 dernières années. Par contre, moi, c'est ça, je me souviens appeler M. Desharnais, le propriétaire de Sherbrooke, puis lui demander c'est un cold call qu'on appelle. Là, j'ai appelé sans me présenter d'une certaine façon, puis j'avais le numéro du propriétaire. Puis je lui ai demandé s'il y avait une position pour moi avec le Saint-François. Il m'avait tout bonnement dit non, il n'y a absolument rien, puis il m'avait raccroché la ligne. Donc, j'étais un petit peu déçu, tu sais. Puis je pensais à ça toute la semaine, puis je m'étais dit, je vais rappeler. Et tant que je n'ai pas parlé avec le coach, je vais avoir une réponse du coach. Fait que j'avais rappelé, puis Daniel Bissonnette, qui était l'entraîneur-chef, le directeur général à ce moment-là, m'avait convoqué à son bureau le jeudi soir. Puis de là, avec le Saint-François, je suis devenu vidéo coach. Donc, c'était quand même là, une transition le fun. Je me lançais dans quelque chose que je ne connaissais pas, mais bon, j'étais quand même habitué au système avec les ordinateurs, tout ça. Puis développer une game, ben, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Je travaillais avec le système Steva. Qui était le fun. J'ai passé vraiment des belles années dans la Ligue nord-américaine, mais bon, disons que ça a commencé un peu de rien. Puis avec le Saint-François, c'est sûr, bon, j'étais quand même jeune, personne ne me connaissait, mais les entraîneurs l'assistant entraîneur qui était Patrick Jonca à ce moment-là, était venu me voir 2 semaines après mon début avec l'équipe. Il m'avait dit, écoute, Pierre-Luc, on ne te connaissait pas, mais tu fais un sapristi de bon travail, tu es vraiment professionnel, fait qu'on est vraiment heureux que tu sois avec nous. Fait que ça m'avait donné un boost de confiance, parce que je te dirais que les premiers matchs avec le Saint-François, quand tu te retrouves dans l'autobus, tu vas sur la route, quoi que ce soit, tu es avec les joueurs, il y a des gars qui arrivaient de la Ligue nationale, la Ligue américaine, de la Ligue de la côte Est ou de l'Europe, c'était quand même assez trippant pour moi, si on veut. Parce que, bon, le hockey, c'est quelque chose qui me fait tripper. C'est pour ça que je fais ça depuis des années. Puis à ce moment-là, dans ma jeune vingtaine, j'avais des petits papillons dans le ventre, je te dirais. Surtout après mes games sur la route, quand je ramenais l'ordinateur à notre entraîneur-chef pour qu'il regarde les séquences. Je souhaitais tellement qu'il trouve que mon travail était bien fait. Puis ça a été le cas. Donc, ça a été une belle expérience. Après ça, Daniel Bissonnette, cette année-là, il s'est fait remercier en février 2007. Donc, j'ai perdu un peu mon emploi au même moment, par défaut, si on veut. Puis, de là, je suis allé il y avait une transition à faire pendant l'été. Je ne savais pas si Daniel il allait avoir un poste ou quoi que ce soit. Donc, finalement, il s'est fait embaucher à Thetford Mines avec l'isothermique. Puis, je me suis retrouvé avec l'isothermique encore là. Ça, c'était vraiment, vraiment ma première vraie année dans la Ligue nord-américaine. Malgré que j'avais une année d'expérience avec le Saint-François, je pense que dès le début de l'année, là, j'étais déjà là en place avec l'équipe. Puis, on a eu une équipe incroyable cette année-là. J'ai encore des frissons à en parler parce qu'on avait un alignement, des joueurs que j'avais connus avec les Olympiques de Hull dans le passé, comme moi quand j'étais fan. Donc, c'était spécial de retrouver ces gars-là, comme un gars comme Stephen Noe, à qui je pense encore aujourd'hui, qui était capitaine des Olympiques de Hull, qui était avec nous à Thetford Mines, puis il y en a plein d'autres que je pourrais nommer. Mais c'était spécial. C'était des bonnes années, certainement. Puis comment ça s'est passé, ta transition vers le milieu du coaching au milieu du recrutement? Parce que là, depuis les dernières années, vraiment, tu t'impliques beaucoup pour différentes équipes, pour différentes ligues au niveau du recrutement. Donc, comment cette transition-là s'est fait? En fait, cette transition-là s'est faite, tu sais, veux pas, avec la Ligue nord-américaine, j'étais conscient que c'était de l'expérience que je devais acquérir à ce moment-là. Mais bon, c'est sûr que la Ligue nord-américaine, il fallait que je bouge. Je ne voulais pas rester là parce que j'allais rester là d'une certaine façon. Puis c'était quand même un déchirement parce que j'aimais mon équipe, j'aimais l'ambiance, j'aimais les propriétaires, tout le monde me traitait bien. Sauf que veux pas, à ma seconde année avec Thetford Mines, j'ai eu un poste un peu j'étais toujours vidéo coach, mais j'ai commencé à être un recruteur. Puis, tu sais, étant jeune, n'ayant pas nécessairement une réputation encore établie où mon nom était un peu moins connu à ce moment-là, oui, je connaissais beaucoup de joueurs parce que c'est au milieu que je m'intéressais. Par contre, ce n'était pas nécessairement l'avenue qui était la bonne pour moi dans le moment immédiat. Puis, entre-temps, j'ai eu la transition vers le coaching, vraiment, puis le recrutement, parce que je suis allé en Ontario. Petite anecdote, vite. Je travaillais à Sherbrooke pour Total Hockey. C'est un centre de développement hors glace. Puis je travaillais avec Yannick Perrault, l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Puis Yannick et moi, on s'entendait vraiment bien, tu sais, avec Sylvain aussi, son frère. C'était vraiment un bon trip. Tu sais, on travaillait super bien ensemble, puis c'était le fun. Puis Yannick, un jour, m'a dit, Pierre-Luc, reste avec nous, parce que j'avais fait mention que je voulais partir. Tu
il me rejoindre à une équipe, certainement. Puis, il m'avait dit, reste parce que je vais t'amener où tu veux. Puis, finalement, j'ai voulu faire mon chemin. Aujourd'hui, est-ce que je regrette ou pas? Non, parce que, je suis quand même content de mon cheminement, mais je suis parti finalement avec les Bobcats d'Elliott Lake, à la Greater Metro Hockey League, qui est une ligue junior là, dans le nord de l'Ontario. C'était un peu chaotique, je ne mentirais pas. J'avais amené des joueurs, j'étais assistant coach, mais certainement que il y avait un clash un peu. Moi, j'arrivais là en habit cravate, puis j'étais dans un village à Elliott Lake, je respecte, la population était là, elle nous supportait, mais c'était pas, j'étais comme un peu too much pour l'environnement. Fait que ça a fait un clash, ça a quand même bien été, l'équipe a bien performé cette année-là, mais ça a été assez rapide là, pour bouger après ça. J'ai eu un appel d'Alberta avec les Wolverines de Whitecourt, qui était avec Joey Stark, qui était un propriétaire exceptionnel encore là. Cette opportunité-là est arrivée comme là, c'était vraiment quelque chose de différent pour moi. J'allais coacher avec Normand Lacombe, qui est l'ancien joueur des Oilers d'Edmonton, qui a gagné notamment la Coupe Stanley, qui a joué avec des grands comme Gretzky, Fior, Messier, Curry, tous ces gars-là. Fait que, pour moi encore là, je rencontrais un gars qui avait un homme de hockey qui avait beaucoup d'expérience, puis j'ai énormément apprécié ma saison avec Normand Lacombe, les Whitecourt Wolverines, puis la population, la communauté là était incroyable. Je pense que c'est une de mes meilleures années juniors que j'ai eues là, avec la communauté, puis d'être impliqué, puis au niveau des résultats de la glace, puis avec le coaching, puis c'était quelque chose de le fun. Puis par la suite, tu t'es enligné plus vers les États-Unis. Donc ça, j'en ai entendu parler, mais pour les gens qui ne connaissent pas encore, donc tu as travaillé pendant plusieurs années à El Paso dans la WSHL. Donc comment ça s'est déroulé en fait? Parce que tu es consultant à ton compte depuis énormément d'années. Comment ça se passe justement? Donc oui, on le sait que c'est un réseau de contacts, mais comment on fait justement pour se faire connaître un gars du Québec, pour après ça finalement travailler aux États-Unis? Donc comment tout ça s'est déroulé en fait, ton parcours des dernières années? Ben, quand je suis parti de Whitecourt, c'était en fait une transition où je suis arrivé à Whitecourt. La période, c'était 2011-2012, si je me souviens bien. Puis la transition était claire pour eux. Ils voulaient monter dans la AJHL, dans la Alberta Junior Hockey League. Excuse-moi les anglicismes là, ce matin. Puis en fait, c'est ça, il y avait Joey Bouchard qui était le directeur général à ce moment-là. Puis dès que l'équipe a acquis, dans le fond, une franchise de la Ligue de l'Alberta, on s'est fait pousser. Donc, on a gagné, on a fait paraître l'équipe super bien, on a pris soin de l'équipe, tout ça. Puis finalement, ça n'a pas été la transition vers la Ligue de l'Alberta comme on voulait. Donc, Normand et moi, on a quitté. Normand a pris sa direction qu'il voulait, puis moi, j'ai pris une autre direction. À ce moment-là, j'ai eu un offre qui arrivait de San Francisco avec les Seals de Beaver Seals. Puis, j'étais avec Chris Collins qui était là, un ancien là, qui était color analyst pour les Sharks de San Jose dans la Ligue nationale pendant 25 ans. Puis, le propriétaire à ce moment-là de l'équipe junior San Francisco, c'était également Greg Jameson, aussi un ancien des Sharks de San Jose. Puis, petite anecdote avec les Seals. Au départ, le directeur général, c'était Steve McKenna. Puis, Steve, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale. Il a quand même un bagage de hockey qui était différent du mien. Mais quand je suis arrivé et on m'a demandé de l'aide avec les Seals, l'équipe avait une fiche de 1-14-3 pour débuter la saison. Puis, je me souviens, le propriétaire, M. Collins, était venu vers moi et m'avait demandé si je pouvais aider l'équipe. Ce que j'ai fait, puis écoute, je pense que c'est un travail d'équipe. Là. Ça s'est autant passé sur la glace que sur le travail qu'on a pu mettre après. Mais on a tourné la saison avec une fiche de 25-2-1 pour terminer la saison. Donc, on a passé d'un des pires clubs de la Ligue au meilleur. On a terminé malheureusement, pas malheureusement, je pense qu'on a fait une belle run, mais c'est sûr et certain qu'on aurait voulu remporter les grandes honneurs, mais on a fait la finale de la Ligue cette année-là et on s'est qualifié pour le championnat national et on a terminé deuxième au championnat national. Donc ça, c'était le fun. C'est un peu mon départ aux États-Unis aussi, là, c'est là que ça s'est passé. Donc ça a duré une saison. Après ça, on est allé, on a déménagé la franchise puisqu'on joue au Cow Palace Arena
à San Francisco. C'est une arena qui était beaucoup trop grande pour nos moyens, premièrement, puis les fans qu'on avait. Puis il y avait l'équipe de la côte Est qui jouait dans cette aréna-là aussi. Donc, il y avait un petit peu de conflit d'intérêts. Les prix étaient exorbitants pour nous pour jouer là. Donc, on a déménagé à Lac Tahoe, encore là en Californie. Pour moi, cette expérience-là a été quand même le fun. Écoute, Lac Tahoe, c'était un endroit incroyable. Juste l'environnement, le paysage. Côté hockey, c'était plus ordinaire. C'est plate à dire, mais écoute, je suis ici pour dire les vraies choses. Puis, Lac Tahoe, ça a duré 6 semaines. Des promesses qui n'ont pas été tenues. J'étais très bien payé, mais je pense que je me faisais payer par ma propre argent. Donc, c'était bizarre un peu. Fait que c'était pas tant plaisant. Donc, après cette semaine, j'ai décidé de mon plein gré de partir. Puis c'est de là que, j'ai été côtoyé par les Rhinos d'El Paso, qui avaient reconnu mon travail de l'année d'avant, parce que les Rhinos étaient très bien placés pour gagner le championnat national, puis on les a battus. Fait que, ils se demandaient c'est qui Pierre-Luc Grassette, c'est qui le petit Québécois qui vient brasser les affaires dans la ligue. Fait que j'ai eu un appel de Corey Herman, puis je pense que c'était une très belle aventure avec les Rhinos. Certainement la meilleure organisation dans la ligue de la WSHL. C'est sûr que la ligue est un peu méconnue, puis toujours, il y a des fois que c'est pas une ligue qui a toujours la meilleure réputation. On voit ce qui s'est passé dernièrement avec beaucoup d'équipes qui ont déménagé, mais à ce moment-là, honnêtement, puis surtout les Rhinos d'El Paso, ça a toujours été l'équipe de tête dans la ligue. Aucune gêne à dire que c'était un programme majeur. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis, ça m'a permis de recruter beaucoup de talents internationaux. Je travaille beaucoup avec des Européens. Puis, cette année-là, dès que j'ai intégré l'équipe, on a gagné le premier championnat national de l'histoire de la franchise. Fait que, je dis pas que ça arrive de moi. Je pense encore là, c'est un travail d'équipe, mais c'était du premier jour au dernier jour. Puis, on a gagné le championnat cette année-là. Puis, c'était pas mal de fun. Puis, en plus de t'impliquer au point de vue recrutement, donc c'est ça, dans différentes ligues, dans différentes organisations, tu as également un côté affaires. Donc, tu t'es impliqué dans différentes compagnies, entreprises d'équipements de hockey, donc des chandails, des bâtons. Encore une fois, on se connaît depuis quelques années. Donc, tu m'as parlé de Drops Hockey. Dans la dernière année, en fait, tu t'es joint à Verbero. Donc, comment ça se passe là, actuellement avec ce projet-ci? Et qu'est-ce que les anciennes expériences, c'est ça, t'ont amené? Parce que c'est à force justement d'essayer de faire des essais que ça t'a donné beaucoup d'expérience pour après ça vraiment t'impliquer beaucoup plus avec Verbero que c'était le cas avec Drops Hockey ou d'autres projets. Effectivement, c'est sûr certain. Drops est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Puis quand j'ai eu le contact du propriétaire, du fondateur de Drops qui me demandait pour faire des ventes, je n'étais pas tant intéressé pour vrai parce que premièrement, je ne connaissais pas la compagnie. Puis après ça, on a commencé à jaser un peu plus dans le détail. Puis il m'a offert de joindre la compagnie en tant que copropriétaire, vice-président au développement. Chose que j'ai fait. C'est sûr et certain que ça m'a donné beaucoup d'expérience. J'ai passé 3 ans avec Drops. Mais pour Drops, pour les gens de l'extérieur qui ne savent pas comment ça se passait à l'interne, et puis, tu sais, honnêtement, je dis pas ça pour paraître mieux que c'était ou pire que c'était. Mais j'étais le seul à opérer Drops d'une certaine façon. J'étais pratiquement seul à opérer. J'avais un support limité qui venait du propriétaire fondateur. Donc, j'ai essayé de faire de mon possible. C'est sûr que j'ai pris de l'expérience au niveau des produits, au niveau du développement produit, au niveau du côté business avec la clientèle et ainsi de suite. Mais ce qui m'a aidé avec Drops, c'est réellement mon réseau international et global que j'avais déjà établi à ce moment-là, que je continue d'ailleurs à développer. Mais c'est vraiment ce qui a fait en sorte que Drop a pu apparaître un peu partout. Tu sais. Je pense à Eito Iguchi, qui est quand même assez connu. Là. C'est une vedette un peu, si on veut dire, sur YouTube ou quoi que ce soit. Il est encore au Japon, mais c'est un joueur qui a utilisé nos produits. Il a apparu dans le New York Times, il a apparu dans, je pense, Sportsnet ou quelque chose comme ça. Il y a eu des articles un peu partout qu'on a paru avec Drops. C'était quand même le fun. C'était pas des articles directement sur Drops, mais j'avais ce genre d'ambassadeur-là, donc c'était quand même plaisant. Mais ça s'est terminé là, en novembre 2019
avec Drops parce que, bon, on était réellement plus sur la même page. Puis, à un moment donné, après avoir poussé tout ce temps-là, sans nécessairement avoir de break puis de support, je pense qu'il était temps pour moi de tourner la page. Mais c'est de l'expérience que j'ai acquise. Puis maintenant, avec Verbero, encore là, c'est un appel que j'ai reçu. Moi, je cherchais pas, après que j'ai quitté Drop, je cherchais pas à rejoindre une autre compagnie. Puis, je pense que c'est comme un cadeau tombé du ciel. J'ai eu l'appel d'Andy Sutton, ancien défenseur, vétéran défenseur de la Ligue nationale de hockey. Puis Andy vient toujours de récupérer, d'acquérir la compagnie Verbero en décembre 2019. Puis, il m'a demandé si j'étais intéressé à le rejoindre. Puis, j'ai pris 24 heures, puis j'ai dit « OK, je suis là ». Fait que, ça a commencé comme ça. J'ai commencé comme team representative, dans le fond, juste à être un contact là, pour les équipes, tout ça. Puis, avec le travail que j'ai fait en peu de temps, en très peu de temps, j'ai été rapidement nommé directeur senior là, au compte global avec la compagnie. C'est vraiment, vraiment excitant parce que, bon, je me trouve dans une situation que, premièrement, je suis très, très bien entouré. Le produit est de très, très haute gamme, testé, approuvé dans la Ligue nationale. On est en mesure d'équiper toutes les équipes, soit professionnelles aux jeunes, de la tête aux pieds. Tout est personnalisable. Puis notre modèle, c'est vraiment d'amener un équipement de haut niveau sans que les équipes, les clients se ruinent avec les prix exorbitants. Donc, on est vraiment excités de cette nouvelle ère-là avec Verbero, puis j'en fais partie, puis ça va être vraiment le fun. Ça va être vraiment le fun. On s'en vient, tu sais, Verbero, c'était fondé en 2009, mais depuis, comme je disais, depuis quelques mois, c'est Andy qui a ça. C'était plus focusé sur les États-Unis. Maintenant, on vise l'international, puis globalement. Donc, il y a des belles choses, puis des grosses choses qui s'en viennent pour Verbero. Oui, parce que ceux qui te suivent, comme moi, justement, depuis les dernières années, tu utilises beaucoup tes plateformes, tes médias sociaux, justement, pour faire la promotion. Tu l'as fait avec Drops, tu le fais actuellement avec Verbero, tu l'as fait pour tes différentes équipes de hockey, tes différents clubs. Est-ce que ça aussi, tu crois que ça a quand même un impact, soit pour te faire connaître, ou soit justement pour faire connaître tes produits ou tes équipes? Ben oui et non, je te dirais, parce que tu sais, si c'est juste sur une plateforme, ça peut être n'importe qui derrière la plateforme. Donc, je pense que c'est important de se présenter. Je pense que le contact humain est important. Oui, la plateforme est le fun. Les plateformes sont le fun pour justement présenter ton produit, mais je pense qu'il y a plus à amener que juste une photo ou juste un texte ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment important. Puis, moi, c'est de la façon dont j'ai travaillé dans les dernières années. Je me cacherai pas, tu sais, oui, je suis pas toujours en Europe, oui, je suis pas toujours en Russie ou un peu partout, mais oui, j'ai des contacts partout, puis mon réseau est établi, puis oui, je me suis fait connaître parce que je les ai contactés peut-être en premier ou quoi que ce soit, ou peut-être qu'ils m'ont découvert, tu sais, mais c'est sûr qu'il y a plus que les réseaux sociaux, là. Je pense qu'il faut être plus personnel avec notre approche, mais ça l'a certainement aidé, ouais. Puis, pour les prochaines années, ce serait quoi tes objectifs, tant au point de vue consultant, donc est-ce que tu aimerais ça travailler pour des équipes de la Ligue nationale, et avec Verbero, est-ce que tu aimerais ça peut-être soit devenir copropriétaire ou toi-même, peut-être si tu as un projet à l'externe? Donc, c'est comment tu vois tes prochaines années? Ben actuellement, c'est sûr que le hockey, tu sais, on sait jamais comment ça va aller. On a toujours un peu un plan prédéfini, mais il faut toujours s'ajouter en cours de route si on veut. Actuellement, je te dirais que je suis très, très heureux. C'est pour la première fois depuis les dernières années, là, je te dirais qu'avec mon cheminement, j'ai l'impression que là, enfin, j'ai trouvé là, un bon projet qui est plus à long terme, plus stable. La façon dont je vois Verbero, c'est certain que de collaborer avec Andy, je pense que ça a été dit à Andy aussi, c'est du long terme pour moi. Tu sais, je n'essaie pas d'utiliser Verbero pour aller chez une autre compagnie. Verbero s'est rendu vraiment un projet auquel je tiens à cœur, premièrement par le fait du produit. Par le fait de notre équipe d'ingénieurs, de développeurs, de propriétaires, ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense même pas aller ailleurs. Pour ce qui est de la Ligue nationale, c'est sûr que, bon, tu poserais cette question-là à n'importe qui est dans le hockey. C'est un rêve, mais est-ce que ça va se produire ou pas?
Je ne sais pas encore. C'est sûr que quand j'ai commencé ma carrière en 2007, puis même quand j'étais plus jeune, c'est sûr que le rêve, c'est de se rendre dans la plus grande ligue au monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, je vais avoir, aujourd'hui, j'ai 36 ans. Puis, c'est sûr que la priorité pour moi, c'est d'être heureux, de pouvoir prendre soin de ma famille immédiate, puis juste d'avoir une belle vie. Parce que ce qui vient avec la Ligue nationale, avec le hockey, il y a beaucoup de sacrifices aussi. Puis des sacrifices, on va en faire toute notre vie. Mais si je peux me rendre en Ligue nationale, c'est sûr et certain que ça serait le but ultime, moi. Mais c'est parfait. Mais merci beaucoup, Pierre-Luc, pour ton temps. Bonne fête. Ben, c'est ça, mais ma fête, c'est le 21 juin, mais je sais que notre podcast va être diffusé le 9 juillet, donc il va y avoir 36 à ce moment-là. C'est ça. Donc, bonne fête en avance. Je vais te le souhaiter en temps et lieu. Excellent. Donc, mais merci encore une fois pour ton temps et la meilleure des chances pour la suite de tes projets. Ben, merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup encore une fois à Pierre-Luc Racette pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 69e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelebel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com/Blubrry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours. Merci beaucoup pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.